En tout cas, le dernier du livre 1, c'est « Allez les gars, tant qu'à faire, allez, plongez dans le grand bain ». De toute façon, nous savons que le livre 1 se termine là-dessus. Trêve de regards sophistiqués, trêve de poésie et de tentative de voir le détail des choses. Allez, plongeons dans le grand bain. Et ce point de vue de Shiva se termine comme ça. Upaya, c'est pas point de vue d'ailleurs. Upaya, c'est les moyens. Un moyen. Oui. Le principe du moyen, c'est qu'il est au service de quelque chose. Et donc, pour ce qui est de l'enseignement de yoga, le moyen est au service de Samadhi, et Samadhi est au service de Kaivalya. Ça, c'est l'enseignement de yoga. Donc, nous avons tendance à perdre de vue cette donnée essentielle. Il faut tout le temps la rappeler parce qu'on la perd de vue. Normal. La tête dans le guidon, on perd de vue le but. Samadhi, et au-delà de Samadhi, Kaivalya. Et là, c'est, pour le livre 2, Shaktopaya. C'est rire. Shakti Upaya. Shaktopaya. Donc les moyens à mettre en œuvre selon la déesse. Selon la puissance. Chittam mantra. C'est absolument évident. Il n'y a que 10 sutras dans le deuxième livre. Il y en a 45 dans le troisième. Mais là, il n'y en a que 10. Et avec la déesse, ça rigole pas, avec la déesse, c'est Prakriti. Avec la déesse, c'est agir. Et ça va bien avec le trêve de plaisanterie, plonger dans le grand bain. Vous voyez, le livre 1 se termine par ça. Trêve de plaisanterie, plonger dans le grand bain. Les moyens selon la déesse, maintenant qu'on est dans le grand bain. Les moyens selon la déesse, Chittam mantra. Chaitanyam du premier livre et Chittam, c'est un rapport. Chitta, dans la perspective védique, je sais qu'on va tout de suite avoir un problème avec l'esprit et le corps, et donc j'aimerais bien en parler tout de suite. Chitta, dans le monde védique, c'est, comment dire, c'est déjà comme dans le Samkhya, c'est déjà l'addition de la bouddhi, de ahamkara, l'ego, et de manas, l'organe mental. Là, je triche un peu, je prends la définition du Samkhya. Le Samkhya étant censé être un résumé de la perspective védique sur la constitution des choses. Bon, le résumé est succinct, au risque de faire quelque chose de trop simplifié, mais avec l'avantage de simplifier. Chitta, on a tendance à traduire par esprit. Et moi, comme élève, j'ai toujours eu le problème de dire oui, mais si les 5 sens, et les 5 organes de sens et les 5 organes d'action sont le fruit
de Ahamkara, alors Chitta, c'est l'être entier. J'ai demandé ça peut-être 10 fois à Aliette. Elle m'a dit oui, bien sûr, évidemment. Et je disais, mais alors pourquoi est-ce que tu traduis Chitta par esprit? Elle ne m'a jamais répondu. Pourquoi elle m'a jamais répondu. Elle a toujours continué dans notre petit groupe à traduire Chitta par esprit. Et quand je lui dis oui, mais c'est l'être entier, elle me dit mais bien sûr. Et ce quiproquo, enfin qui a quelque chose de cocasse, c'est pas un dialogue de sourds, c'est hyper vrai. Mais le français nous interdit d'embrasser Chitta. On peut pas. Le français ne le permet pas. Parce qu'en français, il faut choisir entre le corps et l'esprit. Alors Aliette, elle préfère esprit. Elle a raison. Elle a parfaitement raison. Mais c'est vraiment embêtant ce truc du français parce que l'être entier, c'est effectivement la bouddhi en son cœur, Atman en son cœur, et donc la bouddhi, c'est cela apparaissant dans les méandres infinis de l'espace et des mémoires du monde, alors Ahamkara, une conjonction dans les mémoires du monde qui fait moi, produit eh bien, un corps et un mental. Mais l'enseignement insiste sur l'intelligence, l'ego et le mental. Pour nous, ça exclut le corps, pas pour l'enseignement de yoga. Mais que dire en français? On n'a pas de mots. Donc Aliette a pris la décision de toujours dire l'esprit. Moi, j'ai pris la décision de toujours dire l'être entier. Ou des fois, je dis le bonhomme, pour faire un peu de provo. Pour aller un peu plus loin sur cette vision de l'être, il y a 2 mots du sanskrit qui sont constamment traduits par corps. C'est kshetra, qui signifie champ, C-H-A-M-P, dont je vous rappelle qu'en français et en sanskrit également, un champ c'est un espace. Et c'est même un espace des possibles. Le champ de mon action, le champ de ma réflexion, vous voyez, c'est un espace des possibles, et en même temps, le champ de mon action, comme le champ que l'on cultive, dans lequel on fait pousser des légumes ou du blé, c'est un champ d'action extrêmement concret. Et pourtant, c'est un champ. Ce mot champ, dans ce que vous connaissez de Chitta, eh bien, il vous remet, j'imagine, enfin moi, il me remet ce mot Kshetra, champ, il me remet sur l'organe mental. Quand on dit champ, mental, espace, des possibles, du concret, la danse, enfin la scène où je danse, la scène où nous dansons ensemble, ma scène est la tienne. Nous nous rencontrons sur notre scène. La scène, c'est la nôtre. Le mental ne m'appartient pas. Un champ d'expérience, tu dirais aussi? Oui, bien sûr, le champ d'expérience, tout ce que sous-entend champ en français vaut pour Kshetra, et on traduit ça par corps. Ça va pas du tout. Mais c'est le corps en ce que moi est mental. Moi est expression de moi sur ma scène, mais ma scène, c'est la tienne. Et la tienne, c'est la mienne. Mon mental, l'organe volutif est personnel, mais ce que cela épouse, c'est l'espace et il nous est commun. C'est ça que dit Kshetra. Traduire par corps, c'est une impasse.
L'autre mot tout à fait usuel qu'on traduit toujours par corps, et là on le voit dans les Shiva Sutras, c'est Sharira. On l'a vu 3-4 fois déjà. Bon, Sharira, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un synonyme de Kshetra. Sharira, c'est moi tel que j'apparais. Alors, dans cette apparition, il y a bien la matière de mon corps. Mais moi, comment j'apparais, c'est tellement pas limité à mon corps. J'apparais comme une grenouille à grande bouche qui fait le clown, tout en enseignant la philosophie de l'Inde. Le président Macron apparaît avec son corps, mais il est cet acteur, il est ce gendre idéal. Il est ce représentant de commerce. Il apparaît, ce n'est pas un corps, c'est une apparition en tant qu'apparition. Sharira désigne ça. Intraduisible par corps. En fait, je ne connais pas de mot en sanskrit qui signifie corps. Parce que, bon, chitta, on pourrait traduire par corps, mais bizarrement, on ne le fait pas. On dit esprit, ok. Bon, esprit et plein d'autres bêtises dont je préfère ne même pas parler. Kshetra, on traduit par corps, mais c'est le champ des possibles égotico-mental. Et Sharira, c'est l'apparition de l'acteur, du danseur en fait. C'est le danseur et sa danse, pas le corps. Et vraiment le corps, bon, je ne suis pas sanskritiste, je ne connais pas tout, loin de là, mais je ne connais pas de mot de sanskrit qui donne corps comme on l'entend en français. Je ne connais pas. Et dans la pratique, donc moi ce qui m'intéresse c'est la pratique de l'enseignement, en tant qu'enseignement oral, j'ai jamais entendu parler de corps. L'enseignement ne parle pas de corps. Puisqu'il y a moi comme être humain, je suis un être humain, moi, je ne suis pas un corps, allô quoi. Et je peux être vu de différents points de vue, vous voyez bien. Chitta, Kshetra, Sharira, c'est moi, hein. Mais c'est 3 points de vue différents, mais aucun très différent, hein, explicite, intéressant à regarder. Rien ne fait voilà, rien n'isole la matière. C'est pas, la langue sanscrite ne le dit pas. Ça pourrait venir du fait que comme c'est périssable, c'est quelque chose qu'ils estimaient qui n'était pas qui ne devait pas avoir de mots. Oui, je comprends ce que tu dis, mais c'est pas ce que j'entends. J'entends que isoler ma matière corporelle, oui, dans l'expérience, ça n'a pas de sens en fait. Mais ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Corps, ça n'existe pas. Ce n'est pas réel. Il n'y a pas de situation où je suis corps, ou alors quand je suis mort. Et encore, bien des témoignages nous montrent que même mort, je ne suis pas matière seulement. Même mort, ça continue à être complexe. Donc le sanskrit est radicalement terrien et ne va pas désigner quelque chose qui n'existe pas. Oui, puisque même dans les Yoga Sutras, quand il parle de asana, il ne parle pas de forme de corps non plus. Il parle d'un état
c'est plutôt un état. Cette assise, c'est un état. Au moment où on sort des yama et niyama pour arriver dans le troisième anga, asana, le mot asana, au moment où nous sortons des yama et niyama, le mot asana, c'est l'assise en français au sens figuré. Oui. C'est-à-dire que j'ai une forme qui est mienne, et d'ailleurs, je suis enfin, j'ai résolu la question de la naissance, je suis enfin à ma place. Quel soulagement, ça me fait des vacances. Voilà. C'est une assise au sens figuré, et tout de suite, elle prend corps. Cette assise qui est... Donc là, on est dans le cas de figure, dans ce que je décris là, on est dans le cas de figure de Sharira. J'ai enfin une forme, trop bien. Alors elle est figurée, c'est une assise figurée, alors elle va prendre forme physiquement selon ce qu'elle est. Ça, c'est Sharira. Vraiment. Mon assise de pratiquant de méditation, c'est-à-dire ma posture assise en lotus ou en je ne sais quoi, c'est moi qui ai une forme cohérente. Ok. Mais il n'y a pas de corps non plus. Et parce que ce n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas un point de vue védique ou yogique, c'est pas la question. C'est que cette langue ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. La langue ne peut pas. C'est pas possible. Le sanskrit se trahirait, se pervertirait même en nommant quelque chose qui n'existe pas. Quand on veut parler de la matière du corps, on dit bhuta. Dans la pratique que je connais, que je connais, il y a plein de circonstances où le mot bhuta fait référence au corps, donc au corps limité au corps, mais c'est jamais limité non plus là. Quand on dit bhuta, c'est comment les mahabhutas prennent corps. Tu vois, c'est tout de suite un truc dynamique. Quand on dit bhuta pour corps, tu vois, encore un mot qu'on peut traduire par corps. Bhuta, selon le contexte, ça peut être corps, mais c'est comment la terre, l'air, l'eau, le feu et l'espace prennent corps selon quelque chose, selon ahamkara, bien sûr, selon la conjonction. Encore une fois, la matière du corps n'est pas isolée, n'est pas détachable, vraiment du tout. Il y a kosha aussi. Exactement. Alors je voulais kosha, couche, kosha, couche. Et donc dans les koshas, dans les 5 koshas de la Taittiriya Upanishad, Anamaya kosha, etc. À chaque fois c'est maya, c'est mesure. On y reviendra si vous voulez une autre fois à ces 5 maya kosha. Donc ce sont des corps de mesure, des couches de mesure, compte tenu que de mon centre vers l'extérieur, il y a des couches de mesure qui sont plus que sensorielles. Si vous voulez, le sens des 5 koshas de la Taittiriya Upanishad, c'est de nous donner une grille de lecture au-delà de moi, Atman, Ahamkara, Manas, l'essence. Ça, c'est une grille de lecture qui elle vaut, pas de problème, mais ces koshas, c'est aussi comment est-ce qu'il y a un lieu du mental, comment est-ce qu'il y a un lieu de la joie. Vous voyez, et comment est-ce que moi, dans mon rapport au monde, je traverse des lieux, des couches de mesure. Maya kosha. Et ça, on peut traduire par corps, absolument. Trop forte. Mais vous voyez que c'est un corps qui a pour caractéristique d'être de l'ordre de Manas, de l'espace.
C'est d'être pensant. C'est qu'est-ce qui se passe de l'ordre de la mesure dans l'espace mental, les Maya Kosha. Encore une fois, ça ne recouvre pas le corps de la métaphysique platonicienne.